Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, bienvenue dans ce rendez-vous mensuel. Donc ce webinaire intitulé «Quelle feuille de route pour restaurer la nature en France?» Je suis Célestine Schmidobert, je suis chargée de mobilisation et de développement chez Humanité et Biodiversité et au nom de l'association, je vous remercie pour votre présence chaque mois avec nous. Donc ce webinaire est enregistré, vous pourrez le retrouver dès demain sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Humanité et Biodiversité. Un petit mot sur notre association qui organise ces rencontres avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Notre objectif, c'est réellement de placer la biodiversité au cœur de nos sociétés. On est une association nationale créée en 1976 qui est reconnue d'utilité publique et qui est agréée au titre de la protection de la nature par le ministère de la Transition écologique. Hubert Reeves a été notre président d'honneur de 2015 à 2023. Et Bernard Chevassieux-Louis est président de l'association depuis 2015. Il est entouré d'un collège d'administrateurs et fonctionne grâce et avec le soutien de ses adhérents. L'association, elle mène à la fois des actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité auprès du grand public, également des acteurs économiques et sociaux, qu'ils soient publics ou privés. Et elle mène en parallèle des actions de plaidoyer auprès du gouvernement, des élus locaux, des parlementaires, dans un souci de dialogue. Donc, on a des publications, des études, des revues qui sont fondées scientifiquement, que vous pouvez retrouver sur notre site humanité-biodiversité.fr. On a également une newsletter et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant passer rapidement à la présentation des experts qui nous font l'honneur d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Julie Marceau, vous êtes experte plaidoyer au WWF France depuis 2021. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental, donc le CESE, dont on parlera longuement pendant ce webinaire. Et c'est dans ce cadre que vous avez été co-rapporteur de l'avis La restauration de la nature face à l'urgence, de nous envie d'agir. Philippe Lévesque, vous êtes phytoécologue. Vous travaillez depuis 30 ans sur des plans de gestion d'espaces naturels, sur des atlas de la biodiversité communale. Et vous avez accompagné, entre autres, France Nature Environnement dans la mise en place de son réseau Natura 2000. Vous avez été vice-président de la commission Flore et de ses habitats du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, de 2005 à 2017. Éric Dezander, vous avez fondé l'entreprise Arbres et Forêts, qui s'est d'abord donc spécialisée dans l'entretien des espaces naturels et forestiers et qui, par la suite, s'est un peu plus spécialisée sur le génie écologique et le génie végétal. Cette entreprise, elle est reconnue pour son expertise dans la reconstitution des zones humides et la préservation et le déplacement des espèces végétales protégées. Et vous avez également une activité maintenant de conseil et de formation en génie écologique. Et vous êtes administrateur de l'UPGE, donc l'Union professionnelle du génie écologique. Pour finir, Sandrine Bélier, vous êtes actuellement directrice d'Humanité et Biodiversité depuis 2016. De formation, vous êtes juriste de l'environnement et des droits de l'homme. En 2007, vous êtes engagée dans le Grenelle de l'environnement. Vous avez été également députée de 2009 à 2015 et membre de la commission environnement au Parlement. Et vous avez été rapporteur du Parlement européen sur le protocole de Nagoya en 2010. Donc merci infiniment à nos 4 invités aujourd'hui pour leur présence et toutes les présentations qu'ils vont nous prodiguer. J'invite les participants à poser toutes leurs questions dans le menu QR, donc questions-réponses, en bas de votre écran. Les invités prendront le temps de répondre à vos questions, au maximum de questions possibles à la fin de leur présentation. Et je passe maintenant la parole à Sandrine Bélier. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci Célestine. Et puis bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très très nombreux, ça fait plaisir en ce mois de mai. Moi, je vais introduire ce webinaire avec des éléments de contexte, puisqu'on va parler de restauration de la nature. Alors, premier slide, pourquoi restaurer la nature? On pourrait se poser la question. Eh bien, d'une part, parce que, eh bien, il y a le constat que dans l'Union européenne, la biodiversité est en déclin, un déclin qui est rapide, avec des espaces naturels qui se dégradent, et que malgré les efforts de protection qui ont été entrepris depuis des années, notamment à travers les directives oiseaux et directives habitat,
eh ben, on a un constat accablant, vous l'avez en chiffres, 81% des habitats naturels sont aujourd'hui en mauvais état de conservation, 10% des espèces d'abeilles et de papillons risquent l'extinction, 70% des sols sont en mauvaise santé, et enfin un autre chiffre, c'est 38% des espèces de poissons d'eau douce qui sont aujourd'hui dans un état de conservation défavorable. Donc le constat est que les mesures de protection et de préservation ne suffisent plus. Mais pourquoi restaurer? Parce qu'il y a toujours un intérêt aussi pour nos sociétés humaines. Bah, c'est aussi parce que on a constaté que les écosystèmes dégradés perdent leur capacité à fournir des services vitaux comme la production alimentaire ou l'absorption de CO2. Et puis, c'est un chiffre que je vous ai mis aussi, qui est souvent méconnu, mais c'est aujourd'hui la biodiversité et les services qu'elle fournit représente 50% du PIB mondial. Euh, et les services, si je vous donnais quelques exemples, par exemple les matières premières nécessaires à l'industrie et à la construction, ou encore les ressources génétiques pour l'agriculture et la médecine. Et puis enfin, restaurer la nature, c'est aussi permettre une meilleure adaptation au changement climatique avec la réduction du risque d'inondation, de sécheresse ou encore de vagues de chaleur. Aussi, donc, pour enrayer la perte de la biodiversité et la dégradation des services qu'elle nous rend, ce règlement impose de urgemment restaurer les milieux naturels dégradés ou détruits en améliorant leur structure et leur fonction dans l'objectif général d'améliorer la résilience et la biodiversité. C'est donc l'objet de ce nouveau règlement qui engage les États membres, dont la France, à élaborer des plans nationaux de restauration visant, j'ai pris quelques exemples, hein, mais à améliorer la connectivité des habitats naturels, à réduire l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques, à inverser le déclin des pollinisateurs ou encore à remettre en eau des tourbières qui sont asséchées. Tout ça ne sont que des exemples, ce n'est pas exhaustif. Mais vous dire, et sur les objectifs que prévoit le règlement, il prévoit notamment, là encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais on pourra revenir dessus avec vos questions, de restaurer 30% de la surface dégradée des habitats terrestres, côtiers, d'eau douce et marins, qui sont couverts par la directive Habitat de 92, donc le réseau Natura 2000, d'ici 2030, puis de restaurer à 60% en 2040 et enfin à 90% en 2050. Ce calendrier, il n'existait pas jusqu'à présent, hein, c'est vraiment une nouveauté. Et puis, le règlement prévoit également dans ses objectifs de stopper la perte nette d'espaces verts et de canopées urbaines d'ici 2030, de contribuer à l'objectif européen d'atteindre 25 000 km de rivières à écoulement libre, sans obstacle, encore à 2030, et de mettre en œuvre des mesures de restauration permettant une augmentation de 10% des populations d'oiseaux communs en milieu agricole. Et encore une fois, tout ceci d'ici 2030. Et 2030, c'est demain, c'est dans 5 ans. Donc on voit l'enjeu et l'urgence à mettre en place des mesures rapidement. Comme je vous le disais, donc chaque État, et je vous ai mis le calendrier, devra réaliser un plan de restauration. Ce plan de restauration qui sera transmis à la Commission européenne pour évaluation, traduisant des objectifs quantitatifs de restauration et des objectifs qualitatifs de bon état des écosystèmes naturels, marais, forêts, zones humides, dunes, etc. Et des populations de certaines espèces de faune et de flore dites d'intérêt communautaire. Le calendrier, donc vous l'avez à l'écran. Et pour le résumer, donc la France a jusqu'à 2026 pour concrétiser son plan national de restauration et qui devrait au plus tard rentrer en vigueur en 2027. Slide suivante. Le plan national de restauration, qu'est-ce qu'il devrait contenir? Euh, Au regard du règlement communautaire, le plan devra préciser d'une part les mesures de restauration des écosystèmes avec des objectifs et des indicateurs précis, les ressources financières nécessaires pour réaliser ces objectifs, les synergies avec d'autres politiques telles que l'atténuation des changements climatiques, la prévention des catastrophes et le développement des énergies renouvelables,
En France, notamment, le plan devra s'articuler avec d'autres stratégies et plans nationaux tels que la stratégie nationale bas carbone, le troisième plan d'adaptation au changement climatique ou encore la stratégie nationale mer et littoral, le plan national, le quatrième plan national zone humide ou encore et enfin le deuxième plan nature en ville. Les étapes clés, je vous les avais énoncées. Dans le plan, on devra avoir les objectifs à 2030, à 2040 et à 2050. Le plan devra présenter également une cartographie du territoire, principalement afin d'identifier les écosystèmes urbains, forestiers, agricoles et aquatiques, mais aussi pour préciser les besoins de financement induits par les mesures de restauration qui sont prévues sur ces milieux naturels. Et les mesures, enfin, donc ces mesures pourront être mises en œuvre soit à l'échelle nationale, exemple, un décret interdisant l'usage des pesticides en site Natura 2000, ou au niveau local pour des restaurations et remises en eau d'une tourbière, par exemple, ou le réméandrement d'un cours d'eau ou l'arrachage de plantes exotiques envahissantes à des pollutions d'un site naturel pollué. Et ce plan va être soumis à la consultation du public du 23 mai, donc dans 3 jours, au 23 août 2025. Et on vous invite tous à participer à cette concertation du public et à donner votre avis. Et pour ce faire, nous vous recommandons la lecture de l'avis du Conseil économique, social et environnemental dont Julie Marceau, qui est l'une des co-rapporteurs, va nous faire le plaisir de de vous présenter ses conclusions ce midi. Merci et à toi, Julie. Oui, merci. Alors, effectivement, là, on est vraiment au tout début du processus, hein, comme l'a rappelé Sandrine, d'élaboration du plan national, la concertation préalable qui va se lancer. En fait, nous, au CESE, on a commencé à réfléchir à la question de la restauration de la nature euh, assez en amont. C'est une réflexion qui a débuté réellement à l'automne 2023. Et nous avons lancé au fil, nous avons suivi du coup un peu à distance l'élaboration du texte au niveau européen, ces multiples rebondissements, car il y en a eu. C'est un règlement qui a failli ne jamais voir le jour. Donc en 2023-2024, on a suivi un peu à distance le parcours de ce texte et nous avons commencé réellement en septembre 2024, une fois le règlement adopté et entré en vigueur, du coup, à se pencher sur la déclinaison, euh, quelque part une checklist, voilà, oui, une checklist, désolée, j'arrive pas à trouver le mot français, qui pourrait être déclinée dans le cadre du plan national français. Alors, au niveau du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, je vais faire assez rapide. On s'organise en commission et donc c'est la commission environnement qui a été chargée de ce travail. Et au sein de la commission environnement, nous avons du coup été désignés co-rapporteurs avec Alain Durand qui représente la Fédération nationale des chasseurs. Moi, au titre du groupe Environnement et Nature, représentant WWF France, ça faisait un attelage qui déjà pouvait être à risque. Et au final, je vais clore le suspense tout de suite. Comme vous avez vu, on a adopté ce texte. Donc, on est parvenu à un consensus au niveau de la commission environnement et du coup soumis à l'adoption en plénière le 29 janvier 2025. Alors, très rapidement, l'élaboration d'un texte, on passe par une étude documentaire, bien sûr, et des auditions d'experts. On a également procédé à une visite sur site de 2 sites restaurés en Normandie pour parvenir à ce texte et ses 16 préconisations. 16 préconisations qui sont articulées autour de 3 axes en très synthétique. Le premier axe, c'est vraiment celui qui traite de la gouvernance et du pilotage d'ensemble du plan national de restauration de la nature, mais plus généralement de la politique à mettre en place en matière de restauration de la nature en France.
Donc, on parle de portage politique à haut niveau, de pilotage et de planification à l'échelle régionale, donc c'est une déclinaison qui doit aller jusqu'au territoire, et encore plus local, à un accompagnement des acteurs du territoire via un guichet unique ou un portail dédié. Voilà. La forme reste libre, mais nous suggérons fortement d'aller vers un dispositif d'accompagnement individuel des acteurs souhaitant s'impliquer en matière de restauration de la nature. Le deuxième axe, c'est plutôt un axe, je dirais, qui s'est intéressé à la question et aux enjeux très forts de renforcement des connaissances, de compétences, de mise à disposition et de renforcement de compétences sur le terrain, et également d'engagement des propriétaires fonciers, du grand public, des collectivités territoriales et des acteurs, typiquement les chambres consulaires, chambres d'agriculture, ou établissements publics en charge de la nature ou en charge de la gestion des milieux. Donc on invite fortement à structurer et à renforcer, à rendre explicites les engagements de l'État et des collectivités territoriales notamment, dans un portail d'accompagnement, un portail de ressources, de mise à disposition de ressources également, que l'on propose être piloté et coordonné par l'Office français de la biodiversité. L'autre partie, la dernière grosse partie de nos préconisations a plutôt porté sur la question des outils et d'une boîte à outils que l'on pourrait développer ou renforcer. Et assez rapidement, au fil à la fois de l'analyse documentaire, du contexte et des auditions, il a été très évident assez vite que les outils, pour l'essentiel, existent déjà. Le plan national de restauration de la nature ne sera pas un plan de plus, un machin supplémentaire, mais par contre, il a vraiment vocation à mettre en cohérence un certain nombre d'outils existants et de dispositifs à la fois législatifs, mais aussi opérationnels, qui préexistent à l'établissement du plan national de restauration de la nature, évidemment, mais qui peuvent concourir aux objectifs de restauration tels qu'ils sont indiqués dans le règlement européen. Ces outils, nous, on a souhaité mettre une analyse, une expertise un peu plus ciblée sur deux types d'outils. L'outil obligation réelle environnementale, qui pour nous, je dirais, a coché toutes les cases voilà, d'une capacité à donner l'envie d'agir et à donner l'envie de s'engager pour les propriétaires, collectivités ou propriétaires privés. Et derrière, en fait, alors pour les milieux agricoles, plutôt les baux ruraux à clause environnementale, qui est un autre dispositif, mais on a vraiment souhaité mettre en avant ce type d'outils, les obligations réelles environnementales, avec une faiblesse actuelle qui est le manque de connaissance des acteurs des territoires, y compris, par exemple, les notaires, commencent tout juste à être sensibilisés à l'outil, et les propriétaires fonciers, pardon, pour l'essentiel, ne connaissent pas encore l'outil. Le deuxième type de dispositif sur lequel on souhaite que le plan national de restauration de la nature s'appuie fortement, évidemment, c'est la contractualisation dans les sites Natura 2000. Les contrats Natura 2000 aujourd'hui sont une possibilité à la fois de remontée d'informations, de suivi environnemental, et qui peut trouver une voie de financement, même partielle. Aujourd'hui, ces contrats n'ont pas franchement le succès qu'ils mériteraient d'avoir. Donc, on souhaite également que le plan national de restauration de la nature affiche un objectif explicite de renforcement de cette politique de contractualisation Natura 2000 et de développement, de déploiement supérieur du nombre de contrats, à la fois en milieu agricole, en milieu forestier et en milieu non agricole, non forestier.
On a également réfléchi à la question de la fiscalité. Aujourd'hui, plusieurs études ont été publiées dans les années passées qui mettent en évidence une surfiscalisation du foncier non aménagé, du foncier non artificialisé. Et ça, sans aller vers une préconisation chiffrée, parce qu'on n'a pas eu ni le temps, on n'a pas mobilisé les compétences, mais on souhaite qu'il y ait une réflexion qui soit ouverte sur cette question de la fiscalité du foncier non aménagé. Si on s'intéresse, du coup, si on glisse sur la question des financements, évidemment, dans un avis du CESE, il est assez fréquent, je ne vous le cache pas, que l'on demande des financements fléchés, des financements renforcés sur les sujets sur lesquels on se penche. Une petite alerte quand même là qui vient ultérieurement à l'adoption de cet avis. En réalité, les financements aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, dans l'avis, on a identifié que les financements pour la décarbonation de l'industrie, de l'économie de façon générale, la France y consacre à peu près 100 milliards d'euros annuellement ces dernières années. Pour la biodiversité, tout confondu, on est autour de 400 millions. Et si on s'intéresse maintenant à la mesure restauration de la nature qui est déjà ouverte dans le cadre du budget du Fonds vert, là, on n'est plus qu'à 1 million d'euros en 2024. Donc, vous voyez, de 109 milliards d'euros pour la décarbonation, on passe à 1 million d'euros sur une mesure déjà inscrite, mais tout à fait limitée dans son ampleur. Alors, en soi, ce n'est pas forcément inquiétant à ce stade, mais par contre, évidemment, on compte beaucoup sur l'inscription explicite de financement dédié à la restauration de la nature et à une hauteur qui permette de réellement enclencher une dynamique sur le court terme, puisqu'effectivement, les premiers objectifs que l'on doit atteindre sont à 2030. Donc, il faut mettre un levier initial assez important en matière de financement. Et on propose que le Fonds vert soit cet instrument financier identifié clairement à la fois par les collectivités et par les acteurs sur le terrain. Et la petite alerte vient du fait que, par exemple, dans l'étude d'impact du règlement restauration de la nature, donc au niveau européen, la version initiale du texte, il était indiqué que la politique agricole commune devrait, selon toute logique, participer aux actions de restauration de la nature pour les milieux agricoles. Les évolutions très récentes du cadre financier pluriannuel telles que les discussions se déroulent actuellement au niveau européen font craindre que la politique agricole commune se désengage, entre guillemets, ou qu'il ne soit pas inscrit comme une obligation que les financements de la politique agricole commune concourent également à la restauration de la nature. Donc, petite alerte, ce sera quelque chose à suivre particulièrement. Et je pense qu'on sera un certain nombre d'entre nous à être assez attentifs à ça. Et j'en terminerai avec une condition préalable pour que la restauration de la nature fonctionne et produise les effets que l'on en espère, c'est évidemment de réduire les pressions. On ne pourra pas réussir une politique de restauration de la nature si, en parallèle et au préalable, on ne s'intéresse pas aux moyens de réduire les pressions existantes. C'est également un des axes du règlement restauration de la nature. Et c'est ce qui aussi oblige, entre guillemets, à ce que le portage politique de la politique nationale de restauration de la nature soit suffisamment fort pour pouvoir se confronter à des objectifs contradictoires en matière de politique sectorielle notamment. Voilà, on est vraiment au tout début du chapitre que l'on ouvre sur la restauration de la nature en France. La concertation préalable qui va être lancée en fin de semaine nous donnera à toutes et tous l'occasion de se positionner. Et vraiment, je ne peux qu'inviter chacune, chacun à s'impliquer, à s'engager, y compris très localement. Moi, je suis membre d'une association très locale d'une petite ville et on a déjà prévu des événements. Dans le cadre de cette concertation préalable, le ministère met à disposition des kits
de communication, d'animation, d'événements, etc. Donc, effectivement, toutes les actions peuvent se mettre en place et là, vraiment, participons-y pour avoir un plan national de restauration qui soit réellement efficace et performant. Merci. Merci Julie. Oui, et je vous recommande vraiment la lecture de ce rapport. Moi, j'ai retenu, j'en donnais que deux, hein, de recommandations du CESE dans le cadre de la restauration de la nature. La première, c'est d'atteindre l'objectif zéro artificialisation nette à 2050. Je le cite hein, parce que c'est aussi un des éléments là avec la loi Trace qui aujourd'hui est un peu mis à mal, la lutte contre l'artificialisation des sols. Et autre recommandation, mais qu'on porte tous depuis très très longtemps, c'est la réduction et la suppression des financements dommageables à la biodiversité. Voilà, potentiellement là où trouver des économies ou réaffecter ces financements à la restauration. En tout cas, encore une fois, merci. Il y a plein de questions dans le chat. Donc, pour nos intervenants, n'hésitez pas à les consulter et puis répondre direct pour celles auxquelles vous pouvez répondre directement. Et je vais passer donc la parole à Philippe Lévesque autour de deux questions. Philippe, alors, quelle date de référence, puisque le règlement ne prévoit pas de date de référence, mais peut-être que toi, tu as une idée là-dessus. Et puis, quelle méthode entre l'écologie du diagnostic et l'écologie des normes? Qu'est-ce qu'on entend par restaurer? Ça fait beaucoup de questions. On va Ah essayer oui, de et les tu peux prendre un faire petit peu tout une ça en par 10 une. minutes. Donc, la question de la référence. Qu'est-ce qu'on veut hein? Qu'est-ce que c'est que cette nature idéale hein, que l'on veut restaurer? C'est une question très complexe sur laquelle il y a beaucoup de points de vue. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Hein. On aime beaucoup les arbres et les forêts au XXIe siècle. Et donc, pour beaucoup de personnes, hein, l'optimum d'une restauration, c'est la forêt, la libre évolution, laisser pousser la forêt partout. Il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a jamais eu, que l'Europe n'a jamais été entièrement couverte de forêt depuis vraisemblablement 1 million d'années minimum, c'est-à-dire que les écosystèmes qui ont été présents en Europe, ça a été soit des toundras pendant les ères glaciaires, et puis entre les ères glaciaires, même avant l'arrivée de l'homme moderne en Europe, on était beaucoup plus sur un paysage de milieux ouverts, herbacés, des landes, des prairies, des pelouses sèches et des massifs boisés, quelque chose finalement d'assez proche hein, de ce qu'on retrouve de nos jours en termes de rapport d'habitat ouvert et habitat forestier. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans cette question, il y a bien sûr l'homme derrière. Hein, ce qu'on a beaucoup appris ces dernières décennies, c'est que l'état de conservation des habitats, ce qui est l'objectif du règlement, d'améliorer l'état de conservation des habitats, et notamment les habitats d'intérêt communautaire, c'est de leur faire regagner de la résilience. Plus un habitat est proche d'un état d'optimum, plus il va être résilient, c'est-à-dire il va fournir d'aménités, ça Sandrine en a parlé tout à l'heure, et à côté de ça, il va plus facilement absorber les chocs, les aléas climatiques que nous sommes appelés à connaître de plus en plus. Donc, des habitats naturels en bon état de conservation, c'est une sécurité pour les populations qui vivent autour. C'est très clair aujourd'hui. Alors, quelle méthode ensuite dernière partie de la question. Il y a un peu deux grandes écoles hein, qui s'affrontent en France sur cette question depuis bientôt 40 ans. D'un côté, une écologie qu'on peut définir comme étant l'écologie du diagnostic, c'est-à-dire que bon, on va travailler à peu près comme un médecin, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer notre écosystème, on va regarder ses différentes composantes, la flore, les vertébrés, les insectes, on va aussi
prendre les habitats comme un tout. Hein. Les habitats, ce sont des organismes vivants, ce sont des super-organismes vivants. Ils ont une existence et une action, surtout collective, qu'il est très important à prendre en compte. Et puis en face, on a l'écologie de la norme, où on va définir en amont qu'on va appliquer un certain nombre de normes au territoire, qu'on définit comme étant favorables. C'est ce qu'on fait depuis une quarantaine d'années avec les mesures agri-environnementales, et on sait que les résultats sont très très décevants. Les mesures agri-environnementales, hein, qui ne reposent pas sur un diagnostic, n'ont amené ni une amélioration de la situation des eaux communs, ni des habitats extrêmement spécialisés et extrêmement précieux. Voilà. Donc le diagnostic intervient sur peu d'espace, hein, dans les réserves naturelles, dans les associations, par exemple, quand elles sont gestionnaires d'espace, utilisent cette méthode-là. Il y a un résultat, mais il est trop ponctuel pour le moment pour avoir un effet global sur la régression de la biodiversité. Et en face, donc, il y a cette écologie de la norme qui est dominante. C'est là où sont les financements aujourd'hui de façon majoritaire, et donc qui ne donne pas de résultat. Ton micro, Sandrine. Ton micro est coupé. C'est mieux avec le micro. Pardon, merci Philippe. Je disais, c'est bien, on est dans les temps, on pourra avoir aussi des moments d'échange avec nos participants qui sont plus de 150 en ligne. Et je vais passer la parole à Eric. Comme on le disait, hein, les professionnels du génie écologique vont être au premier plan dans la mise en œuvre du plan restauration. Et donc, Eric, est-ce que tu peux déjà, d'une part, nous présenter l'Union professionnelle du génie écologique, et puis peut-être nous donner la définition ou une définition du génie écologique, et puis un petit retour d'expérience professionnelle des cadres réglementaires de ces dernières années. Merci à toi. Alors, bonjour à tous et à toutes. L'UPGE, c'est l'Union des professionnels du génie écologique. Cette union réunit un grand nombre d'entreprises qui agissent soit des bureaux d'études, soit des entreprises de travaux, ainsi que des partenaires comme des formations, des centres de formation. Et notre fibre commune, c'est de travailler à la réparation, la restauration des écosystèmes. Donc, c'est une structure qui existe depuis 2014. Nous sommes de plus en plus nombreux. Vous voyez donc, en bleu, ce sont les partenaires. En vert, ce sont les bureaux d'études. Et en jaune, ce sont les entreprises de travaux. Il y a 129 adhérents et partenaires. Dedans, nous avons, que ce soit en bureau d'études ou en entreprise de travaux, des TPE, des PME, mais aussi des groupes, voire des très grands groupes. Hein. Les plus grands groupes sont là, mais c'est principalement leurs agences qui travaillent sur la biodiversité qui sont intégrées dans le travail que nous faisons. Donc ça, c'est la première partie importante. Slide d'après, si c'est possible. Et on travaille sur l'ensemble des besoins de restauration qui sont posés par les donneurs d'ordre. Et pour ça, on travaille collectivement sur un certain nombre de groupes techniques. Et donc là, je vous en ai fait la liste pour vous montrer justement ce travail collectif qu'on essaye de faire. Il y a un groupe de travail sur la planification écologique, un autre sur le recherche et développement, qui a beaucoup travaillé sur le projet européen Bison, un groupe de travail sur les zones humides qui fait beaucoup d'échanges sur la façon, d'une part sur la délimitation, d'autre part sur les méthodes de renaturation, réparation, protection des zones humides. Un groupe de travail sur les espèces végétales exotiques envahissantes, ce qui est un problème énorme actuellement dans notre pays. Un GT sur les sols et sur le génie écologique au niveau des sols, puisque un des problèmes principaux, c'est la destruction des sols par les usages anciens. Et l'idée, principalement, si on veut travailler sur la ZAN, c'est d'avoir des capacités à répondre techniquement aux besoins des donneurs d'ordre. Et puis, donc, on a découlé sur un certain nombre d'autres GT. On va continuer. Donc, nos 4 missions, c'est réunir les entreprises
et animer un réseau, élaborer une stratégie de structuration de la filière, représenter la filière au niveau national et régional, c'est-à-dire qu'on a des contacts avec le ministère, on travaille régulièrement avec l'OFB. Au niveau régional, on travaille avec les DREAL, avec les directions départementales, et on travaille localement aussi avec tous les donneurs d'ordre possibles, que ce soit les syndicats de rivière, les agences de l'eau, les collectivités territoriales. Et on met en place les actions qui permettent de développer et valoriser les compétences des professionnels. Et ça, c'est extrêmement important. La formation est un des éléments fondamentaux au niveau de notre travail. On a beaucoup travaillé à faire émerger des nouvelles formations, à renforcer des formations pour permettre que les entreprises et les bureaux d'études aient les personnels compétents pour avancer dans les missions qui nous sont demandées. On travaille beaucoup avec l'AIGECO pour les formations. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on essaye de travailler aussi pour développer la connaissance des formations qui existent, pour permettre à la fois au personnel, mais aussi aux entreprises, de développer leurs compétences. Alors, le génie écologique, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques qui permettent de soigner le vivant par le vivant. Donc, on est bien clair, la nature, toute seule, elle se soigne très bien. Elle se soigne sans impact, sans présence de l'homme, à partir du moment où l'humain, n'est plus impactant sur la nature. Donc, le problème que nous avons, c'est que nous avons un territoire qui est largement soumis à énormément de pression anthropique. Et donc, l'idée pour nous, c'est de travailler avec le vivant, c'est-à-dire de se servir des capacités du vivant et, comme le dit Philippe, d'aller vers la résilience. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, mais on essaye d'avancer vers la résilience des écosystèmes. Diapo suivante. Donc là, c'est pour vous montrer en photo aérienne, effectivement, la notion des impacts. Donc là, on voit à la fois des corridors biologiques qui sont complètement rompus, on voit des systèmes d'hyperanthropisation, et donc notre travail, ça va être peut-être au sein de cette gravière que vous voyez, on va peut-être être amené à faire une zone de protection d'espèces protégées. Ça peut être des amphibiens, ça peut être des reptiles, ça peut être des zones d'accueil de certains oiseaux. Donc, on peut être amené à faire ce genre de choses. On peut être aussi amené à travailler sur des dossiers qui sont beaucoup plus importants, tels que des passages à faune par-dessus les voies routières ou des choses comme ça. Et en fait, on travaille sur les 5 causes d'érosion de la biodiversité. Sur la destruction des habitats, on fait des reconstitutions d'habitats. Moi, je suis un petit peu spécialisé sur les reconstitutions de zones humides. On travaille sur les pollutions, par exemple, en sortant les matériaux pollués des zones où on travaille. On peut travailler à l'élimination de décharges sauvages ou anciennes. Sur les espèces exotiques envahissantes, on travaille en permanence dessus puisqu'elles sont présentes dans tous nos dossiers, avec des techniques que nous essayons d'améliorer progressivement parce que les choses sont très complexes. Sur le réchauffement climatique, on travaille par exemple en remettant de l'eau dans les têtes de bassin, en travaillant sur la reconstitution de zones humides, en faisant des puits de carbone, en reconstituant des sols. Sur la surexploitation des ressources naturelles, bien entendu, on est en permanence dessus, puisque si on fait, par exemple, des reconstitutions de haies dans des zones agricoles, des reconstitutions bocagères, et puis nous, on agit sur ces 5 causes. Je précise que ni les bureaux d'études, ni les entreprises de travaux de l'UPGE ne réussissent tout le temps leurs travaux. Donc on est très humble, on travaille avec le vivant. Une partie de nos travaux fonctionne bien, une partie fonctionne moyennement, et parfois on a des échecs. Il faut rester très humble dans ce travail. La méthode, on a une méthode, on a une norme. Alors, ce n'est pas le même type de norme que ce dont tu as parlé, Philippe, c'est une norme de méthode. Notre volonté collective au sein de l'UPGE, c'est d'avoir une méthodologie qui permette d'être le plus capable de répondre aux besoins des écosystèmes sur lesquels on travaille. Cette méthode se base sur d'abord l'analyse de l'environnement et du site,
l'état des lieux, le diagnostic préalable. Et donc ça peut être fait soit sur un pré-cadrage technique, soit sur le cadrage du projet. Derrière, il y a définition des enjeux et la priorisation des enjeux écologiques, sociaux, culturels, économiques. Alors, les enjeux, ça peut être une espèce protégée, ça peut être la reconstitution d'une zone humide, ça peut être la renaturation de prairies sèches, ça peut être la structuration d'un habitat pour une espèce précise. Et puis, après, on met les objectifs, c'est-à-dire comment on va répondre à ces enjeux. Et derrière ces objectifs, la création d'un plan d'action et de gestion qui est destiné à répondre aux objectifs. Parfois, les actions sont mineures. Parfois, il s'agit même simplement de regarder, surveiller et de préserver un système, un écosystème fonctionnel sans intervention et de regarder comment il évolue. Parfois, c'est des travaux beaucoup plus lourds. On va aller sur la diapo d'après. Et là, je vous présente un gros dossier sur lequel moi j'ai eu l'occasion de travailler modestement, qui est un dossier qui est géré par le CIMBI, donc un gros syndicat de rivières en Isère, qui a travaillé pour la prévention des crues sur la région grenobloise. Et le travail a amené, d'une part, à rouvrir un certain nombre de zones d'écrêtage de crues, à renaturer par inondation des zones de forêt riveraines et la renaturation d'un certain nombre d'anciennes gravières. Ces gravières qui ont servi à construire les autoroutes, les zones d'activité, etc., étaient complètement dénaturées et le processus a été extrêmement complexe. On avait, au travers de l'ensemble des travaux, des matériaux qui étaient pollués par des espèces exotiques envahissantes. Et l'idée qui a été proposée, c'est d'enfouir ces matériaux qui étaient pollués par les espèces exotiques envahissantes dans les gravières et d'en profiter pour renaturer en reconstituant des roselières, des carissets, des boisements humides, des zones d'accueil pour la faune. Là, ici, nous pouvons voir une petite plage qui est une plage qui est destinée à l'accueil d'un certain nombre d'oiseaux sur le site. Et on est sur l'ensemble de ces travaux sur les gravières qui ont été faites par le CIMBI, sur lequel on a travaillé. On a reconstitué à peu près 25 à 30 hectares de zones humides dans un secteur qui avait été entièrement artificialisé. Il y avait une perte globale de zones humides de l'ordre de 80% sur le siècle dernier dans le secteur dans le Grésivaudan. Et donc, c'est un petit coup de pouce à la nature. Ce n'est pas une réparation complète. C'est des travaux qui ont réussi globalement, mais avec des échecs partiels qui sont liés à l'évolution de la nature. Donc, on reste extrêmement modeste sur cet ensemble. Et c'est des travaux qui ont nécessité à la fois une entreprise de terrassement, deux bureaux d'études très spécialisés et qui ont fait un très bon travail de définition des enjeux, des objectifs et qui ont permis ensuite aux entreprises de réaliser ce travail. Donc voilà, à peu près, je pourrais vous parler pendant des heures des différents types d'actions. Je voudrais terminer sur non pas nos clients, parce que j'aime pas ce terme, mais nos donneurs d'ordre. Nous en avons beaucoup. Les donneurs d'ordre peuvent être privés, c'est relativement rare, mais ça peut être des gravières, ça peut être des, des carriers, ça peut être des entreprises. Nous avons des interventions sur certaines zones d'activité, mais c'est principalement les collectivités territoriales, les syndicats de rivières qui nous font travailler. On travaille beaucoup sur les reméandrages et aujourd'hui, un des grands projets qui est tenu par les syndicats de rivières, c'est le fait de maintenir l'eau au maximum dans les têtes de bassin et ça a un impact important et ça peut être à la fois des techniques très très importante avec des pelleteuses, des bulldozers, des camions, etc. Mais ça peut être aussi des techniques très simples pour remettre l'eau dans la terre. Je suis disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup Eric. Puis avant de repasser la parole à Célestine qui va du coup animer cette dernière séquence avec vos questions, d'abord, donc, je voudrais encore une fois remercier très chaleureusement nos trois intervenants.
C'est sûr, c'est court, 1 heure, hein, donc on peut pas tout dire. J'ai vu qu'il y avait des demandes pour le support de la présentation. Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents d'Humanité et Biodiversité, mais pour les autres, ils ont dû recevoir le dernier écho qui détaille un peu plus ce qui est issu de cette présentation. Donc, je voulais le signaler. Et puis, j'ai vu qu'il y avait, et Julie a pas mal répondu, qu'il y avait pas mal de questions sur la question de la gestion des pesticides aujourd'hui, enfin, et des phytosanitaires en France. Et la politique, ben, et notamment la loi du plomb et autres textes qui ne vont pas dans le bon sens. On pourrait répondre comme ça aujourd'hui. Donc, ben, aussi cette consultation, hein, de mettre en avant que si on veut réussir la restauration, il faut qu'il y ait un vrai effort qui soit fait pour réduire les produits phytosanitaires dans l'agriculture. Et de la même manière, hein, je vous ai énoncé la loi Trace qui envisage de réduire les objectifs en matière de lutte contre l'artificialisation. Ça, c'est aussi, cette consultation sera aussi le moment pour que le maximum de citoyens et citoyennes fassent savoir que ils ont envie qu'on œuvre en faveur de la biodiversité et puis qu'on arrête tous les reculs que l'on connaît ces dernières années sur les mesures qui pourraient participer à la préservation du vivant et de la nature. Et Célestine, je te passe l'animation de cette dernière séquence. Tu as vu, on est dans les temps. Oui, On a tous respecté notre temps. Donc, à exactement. toi. Donc beaucoup de questions, donc on a fait sur le support, mais il y a aussi d'autres questions. Une première pour commencer, il y a Yann qui nous demande, avec une publication du plan national en août 2027 et des objectifs chiffrés pour 2030, il ne restera que 2 ans et demi pour atteindre ces objectifs. Peut-on s'attendre à une anticipation des moyens mis à disposition pour commencer à répondre à certains objectifs avant la publication du plan? Voilà en première question. Je pense que Julie va répondre, mais moi je dirais, bah, on aimerait bien, oui. Bon, on a aussi une stratégie nationale biodiversité avec un certain nombre d'objectifs. Donc, on faut imaginer que la rédaction du plan, enfin, nous, on ne la connaît pas encore, on attend hein, qu'elle soit mise à la concertation, qu'il y ait un certain nombre déjà de projets, de mesures, d'objectifs qui soient fixés et qu'on n'attende pas forcément 2027 pour commencer à les mettre en œuvre. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Oui, oui. Alors en fait, d'un point de vue même institutionnel, en fait, sur les différents écosystèmes qui sont couverts par le règlement et du coup maintenant le futur plan national, on est déjà en train de travailler avec les ministères, avec les parties prenantes de toutes origines confondues, on va dire, par écosystème à l'identification des indicateurs pertinents, des facteurs de pression, des mesures prioritaires à mettre en œuvre et du coup de qu'est-ce qui existe déjà. C'était un peu le sens de ma réponse rapide dans le chat. Effectivement, le plan national, en fait, c'est pas une nouveauté, la restauration de la nature. On a un écosystème d'acteurs qui déjà agit. Après, le plan national va permettre, je pense, de donner un peu plus, de mettre en lumière ce qui se fait déjà et de mettre en évidence, de pointer les besoins de renforcement ou les besoins de changement de trajectoire. Effectivement, sur la question des pressions, des pesticides ou de l'artificialisation, on a un besoin de changer de trajectoire parce qu'aujourd'hui, les trajectoires dans lesquelles nous nous inscrivons ne permettent pas d'enrayer d'enrayer l'érosion de la biodiversité et ne permettent pas de protéger les milieux. Donc, toute la préparation du plan, il y aura cette concertation préalable qui va se faire effectivement plutôt à vocation grand public ou mobilisation populaire, je dirais. Et je pense que c'est une vraie opportunité sous garantie en plus de la CNDP, donc de la Commission nationale du débat public, de faire entendre une voix qui soit une voix en faveur de la nature. Et à côté de ça, évidemment, au niveau interprofessionnel, interinstitutionnel, on travaille déjà sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est à renforcer et qu'est-ce qui est à mettre en œuvre de nouvelles actions.
Alors, prochaine question, merci beaucoup. Laurence nous demande les objectifs du règlement présenté par Sandrine valent-ils aussi à l'échelle du territoire et sont-ils d'ores et déjà intégrés aux documents de planification type PLUI et Stradet, etc. Oui, parfois, dans certains territoires, c'est toute la question du zéro artificialisation nette, hein, qui normalement doit être traduit dans les documents d'urbanisme. Préciser aussi que les milieux naturels visés sont généralement aussi des milieux qui sont classés en Natura 2000. Et donc, ben, selon les sites qui, en principe, bénéficient déjà de mesures de protection. Voilà ce que je peux répondre pour faire court à ce stade, mais je l'avais dit, hein, la mise en œuvre, je l'ai dit dans mes propos introductifs, la mise en œuvre de la restauration, il y a une dimension nationale. Je prenais l'exemple de l'interdiction des pesticides en zone Natura 2000, par exemple, mais c'est aussi et surtout, ce serait une grosse dimension locale pour mettre en œuvre ces mesures de restauration. Merci. Prochaine question, plutôt pour Eric. Est-ce que l'UPGE se saisit également des sujets sur le milieu marin ou pas? C'est une question de Lilita. Alors oui, on a quelques collègues bureaux d'études et entreprises qui travaillent sur le milieu marin. Alors, d'une part sur le milieu littoral et d'autre part sur le milieu marin. On a au moins une entreprise qui est très spécialisée sur la renaturation des zones côtières en milieu marin. Donc après, c'est un sujet qui est un peu nouveau, très honnêtement, et il y a encore beaucoup à faire, surtout dans le cadre du réchauffement climatique et de l'augmentation de l'élévation du niveau de la mer, où on va avoir quelques sujets très complexes qui vont nous tomber dessus dans les années prochaines. Célestine, est-ce que tu peux enlever le diaporama Oui, qu'on bien voit tous sûr. les intervenants? Je pense que c'est pour le moment de discussion plus convivial. Voilà. Voilà. Prochaine question pour Philippe. C'est une question, alors je me retrouve, oui, de Cypril. Si l'écologiste de la norme avait peut-être plus de moyens, pourrait-elle s'appuyer sur l'écologie du diagnostic? Bah, non, il y a vraiment deux méthodes. Est-ce qu'on fonctionne comme un médecin, c'est-à-dire qu'on commence comme votre médecin? Votre médecin, il vous fait pas une ordonnance par téléphone, hein, soyons très clairs. Il veut vous voir, hein, il est obligé de le faire. Euh, le, les normes environnementales, des mesures environnementales qui vont définir une charge de bétail, des plafonds d'intrants sans regarder le milieu, mais de façon tout à fait uniformisée sur l'ensemble du territoire, c'est incompatible. C'est incompatible. C'est des questions même de philosophie, quoi. Il y a des personnes qui voient les écosystèmes comme des êtres vivants. J'ai dit tout à l'heure, des êtres vivants très complexes, hein, aussi complexes que nous-mêmes. Et donc, la raison fait qu'on va faire très attention avant d'intervenir. On va surtout bien regarder les choses, faire un diagnostic bien approfondi. Et puis d'un autre côté de ça, des gens qui disent bon ben voilà, on va poser telle norme, tant de haies à l'hectare, tant de fossés, tant de pesticides, etc. On applique ça un peu partout. Et bon, non, ça ne donne aucun résultat. Faire une médiane entre les deux, c'est pas possible. Hein. Il faut vraiment basculer d'une logique sur l'autre. Je me permets de compléter la réponse de Philippe en disant que bien des projets entre guillemets de restauration se sont plantés parce que le diagnostic préalable n'était pas correct et que ensuite, quand les enjeux étaient déterminés, on n'a pas nécessairement mis en place les objectifs et les méthodes pour suivre, pour répondre à ces enjeux. Donc là, c'est vraiment pour ça que nous, on travaille beaucoup sur cette méthodologie où on veut que l'entreprise finale connaisse les enjeux et que les gens de l'entreprise finale aient notion de l'importance de leur travail. Donc arriver à ce qu'il y ait à la fois une communication, une information et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on ne soit pas détourné par des aléas ou par des mauvaises pratiques humaines.
Merci beaucoup pour vos deux réponses. Je vais vous en proposer deux de suite, comme ça on va essayer de globaliser. Une question de Albert, est-ce que la concertation sera régionale ou pas? Et une question peut-être plus pour Julie, où peut-on se procurer les kits pour les événements locaux dont vous parliez au tout début, pour justement l'ancrage local? Ouais, alors sur le fait que ce soit régional, alors à ce stade, euh, effectivement, il est proposé aux régions une animation de la part du ministère de la Transition écologique, mais je suis pas bien placée, c'est pas moi qui coordonne le dispositif, mais ils nous ont informé qu'effectivement, ils avaient contacté les régions en les invitant à s'impliquer et à organiser voilà, une animation particulière à l'échelle régionale. Après, les régions sont chefs de file en matière de biodiversité. On pourrait tout à fait s'attendre à ce qu'elles prennent une part assez importante dans la concertation préalable. Donc, il y aura des régions qui vont certainement s'engager plus que d'autres. C'est un peu ce que disait aussi Sandrine, hein. Les collectivités ont une sensibilité plus ou moins forte à la nature. Euh, mais du coup, voilà, indépendamment de ça, je pense que l'intérêt de cette phase très en amont, parce que en fait, le plan national, le texte, réellement, on en disposera, allez, peut-être en fin d'année 2025. Là, cette première phase, elle est vraiment faite pour que les gens se positionnent directement. Et je trouve que c'est plutôt une phase intéressante d'inciter la population, les citoyens, en fait, à se dire, mais moi, qu'est-ce que je veux voir comme paysage naturel, agricole, forestier, littoral? Quelle végétation en ville, quelle nature en ville je veux voir en 2040, 2050? Et du coup, qui permettent de poser la question différemment de quelle est la norme qui devra s'imposer, quelle est l'action que l'on devra financer en tant que collectivité, etc. Passer par les aspirations de la population, je pense que c'est une bonne manière de poser des débats, de poser des sujets qui permettent aussi je dirais, enfin, c'est peut-être un espoir totalement naïf, mais moi, ce que je rêverais, en fait, c'est qu'il y ait une mobilisation populaire incroyable durant cette phase pour mettre la pression sur nos décideurs, pour justement qu'ils regardent à deux fois avant de réautoriser les néonicotinoïdes, avant voilà, de supprimer les zones à faible émission, avant de revenir sur zéro artificialisation nette. Voilà, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et quand on regarde qu'en fait, l'une des préoccupations majeures de la population, des individus, c'est l'environnement, ça arrive en deuxième position dans toutes les enquêtes depuis 5-10 ans après le pouvoir d'achat, bon, normal, et que en réalité, les politiques vont pas dans ce sens-là, et voilà, qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de dysfonctionnements en matière d'élaboration de politique publique sur qui impose les évolutions que l'on constate. Je pense que c'est une occasion incroyable qui nous est offerte. Et on espère effectivement que les régions, les territoires, les départements, les collectivités vont s'impliquer. Et il faut mettre la pression, en fait. Enfin, vraiment, hein, moi, dans ma petite asso locale, je veux dire, j'attends pas que ma mairie se mobilise. On va le faire et voilà, on sera que des bénévoles, on aura 3 personnes, mais c'est pas grave. On aura au moins voilà, essayé, mis la pression et ça attire les gens, en fait. La restauration de la nature, c'est quelque chose qui peut paraître abscon dit comme ça, mais en réalité, c'est juste revoir un paysage, c'est retrouver un historique aussi dans certains sites restaurés. On retrouve une identité du début du siècle dernier. Et ça peut voilà, aussi créer de nouveaux attachements et ouais, un nouvel attrait au territoire. Et il y avait une deuxième question, pardon. Non, mais je crois que ça pourrait presque être le mot de la fin, parce que voilà, on partage cette idée. Oui, réparer la nature, hein, on dit restaurer, c'est le mot, on aurait pu dire réparer, réparer le vivant, réparer la nature. Et nous aussi, on espère, et c'était aussi l'objet de ce webinaire, de mobiliser en vue de la concertation. Mais, et on l'a dit, hein,
il va y avoir un chemin jusqu'à 2027. Et c'est pas c'est pas un one shot là. C'était notre premier événement, je dirais, après le rapport du CESE pour tenter de mobiliser le plus grand nombre dans le cadre de ce nouveau plan national de restauration de la nature qui sera lancé dans 3 jours. Enfin, en tout cas, on aura les bases dans 3 jours. Merci infiniment pour les éclaircissements, les précisions et tout, voilà, tout le matériel et la connaissance apportée. On encourage les participants à se mobiliser à partir donc dans 3 jours, à partir du 23. Merci donc infiniment à nos invités, merci à nos participants qui ont été très nombreux et qui ont posé beaucoup de questions. Donc voilà, c'était un webinaire très riche. On vous donne rendez-vous le 11 juin. Donc voilà, ça sera le prochain webinaire du mois de juin. Donc les rendez-vous mensuels pour une nouvelle thématique qui sera la thématique du champ à l'assiette. Notre avenir est dans le bio et local. On s'interrogera sur cette question. Donc voilà, on espère que ce webinaire vous a passionné, que vous avez appris plein de choses. Et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci, merci infiniment et à bientôt. Merci, à À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir.